nous accueillons Blanche Streb et Aude Mirkovic, mais Aude a du retard, donc elle n'est pas encore là. Voilà, je vous présente succinctement Blanche et Aude. Blanche est une ancienne paroissienne de Saint-Lizier et qui est engagée dans le monde associatif, en particulier en bioéthique. Elle est essayiste, elle a écrit 2 ouvrages, Bébé sur mesure, et puis un ouvrage de témoignage, Éclat de vie. Et elle est chroniqueuse également. Aude Mirkovic, elle est juriste et elle est porte-parole de Juristes pour l'enfance. Voilà. Donc le menu de ce soir va être simple. Blanche va ouvrir le bal et va nous parler pendant une vingtaine de minutes de la dignité de l'embryon. Ensuite, c'est Aude qui va prendre la suite pendant une vingtaine de minutes également, qui nous parlera de la dignité de la procréation. Et ensuite, il y aura un temps d'échange pendant 20 autres minutes. Voilà, pendant 1 heure en tout, du coup, 3 fois 20 minutes. Et ensuite, nous aurons un temps de prière pendant une demi-heure jusqu'à 10 heures. Voilà, j'espère que le menu vous sied. Nous allons nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir à tous. Je suis bien contente d'être avec vous, surtout que je reconnais plein de visages, comme l'a dit le Père Charles. Je suis une ancienne paroissienne. Ça résonne beaucoup, j'espère que ça ne va pas être trop... ça va ? Je vais essayer de parler pas trop vite pour pas que ça... Donc Aude va arriver. Ça tombe bien, on avait prévu que je parle la première. Donc on va vous parler ce soir de quelques questions bioéthiques, sachant qu'on ne peut pas en 20 minutes décrypter tout un énorme projet de loi ou aborder toutes les problématiques. Donc on va se focaliser, elle et moi, sur quelques points. L'idée, c'est de donner un peu à penser, de partager peut-être quelques clés aussi. Et moi, je vais surtout vous parler de l'embryon, de la question de la dignité de l'embryon, parce que, en fait, c'est celui qui est au cœur de la plupart des articles dans ce projet de loi. Il est présent partout, on va dire. Enfin, quand même pas partout, mais il est vraiment extrêmement présent dans ces enjeux bioéthiques, au cœur en particulier de ce projet de loi. Il est le plus important de ce projet de loi et pourtant il est évidemment celui qui reste sans voix. Voilà Aude. Il reste sans voix. Alors il est l'objet, l'embryon de toutes les convoitises. Viens près de moi, ça m'encouragera. C'est les bouchons lyonnais. Il est l'objet de toutes les convoitises et alors on va dire qu'il y a un peu 2 phénomènes. D'un côté, il est instrumentalisé dans le cadre de la recherche. On va prélever des cellules sur lui, on va le mettre en culture, on va mélanger certaines de ces cellules avec des embryons animaux. C'est ce qu'on appelle les chimères, ce qui est autorisé par ce projet de loi. On va modifier son génome, c'est les embryons transgéniques aussi autorisés dans ce projet de loi. Ces deux interdits, enfin ces 2 points-là étaient interdits jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une vraie nouveauté dans ce projet de loi que de lever ces interdits. Donc d'un côté, on va dire que son humanité, sa dignité sont niées alors qu'il existe concrètement. Et de l'autre, objet de convoitise aussi, objet de désir, projet parental, il va être celui qui n'existe pas encore, hors la volonté, hors le projet, mais qu'on fait exister, par exemple, Aude en parlera sûrement, par la reconnaissance anticipée dans le cadre d'une PMA entre 2 femmes. On va faire, avant même d'entrer dans le cycle de PMA, une reconnaissance anticipée, ce qui fait exister un embryon, un enfant qui n'existe pas encore, par la volonté en fait. Donc en fait, on peut trouver ça paradoxal, mais si c'est la volonté qui va donner l'humanité à l'un et pas à l'autre, la volonté peut donner ou retirer cette humanité. Donc c'est
pas paradoxal. En fait, c'est une seule et même logique, c'est une toute-puissance d'autrui sur l'embryon humain. Et ça, en fait, ça a commencé finalement depuis cette mainmise, depuis qu'on a sorti l'embryon humain du corps de la femme, depuis qu'on l'a conçu hors du corps de la femme. Et c'est là qu'on a commencé à passer de la vie donnée à la vie produite. Et ce phénomène-là, il ne pouvait pas rester anodin, il ne pouvait pas rester sans conséquence. Et donc, sournoisement, petit à petit, l'embryon, il est passé de sujet à objet. Et aujourd'hui, on est, je l'ai dit, dans une forme de toute puissance sur le commencement de la vie humaine. Dans les premières lois bioéthiques en 1994, la recherche sur l'embryon, elle était interdite. C'était un interdit symboliquement fort qui disait quelque chose de l'humanité de l'embryon. Et puis petit à petit, un pied dans la porte, ça reste interdit, mais on va mettre une exception, un moratoire, etc. Ce qui est venu casser évidemment le sens de l'interdit. Parce que voilà, à partir du moment où on se met à encadrer ce qui est une forme de dérive, tout se met à dériver, le cadre avec, et c'est le début, quoi. Et donc aujourd'hui, cet interdit a été levé, et dans la révision du projet de loi, l'encadrement de la recherche sur l'embryon s'effondre complètement. C'est de plus en plus facile. Il n'y a par exemple plus d'autorisation nécessaire pour certaines cellules, mais seulement une déclaration. Enfin, on facilite en fait le recours à l'embryon humain, alors que de l'autre côté, on augmente les différentes possibilités de manipulation de l'embryon. Je vous ai parlé par exemple des chimères et des embryons transgéniques. Donc on baisse l'encadrement et on augmente finalement les transgressions. Derrière tout ça, il y a une philosophie ou une absence de philosophie, ou en tout cas il y a certaines logiques qui sous-tendent tout ce projet de loi. Il y a la logique par exemple du droit à l'enfant, on en parlera sûrement avec Aude. Il y a aussi cette philosophie que, il faut à tout prix augmenter nos connaissances. Avant la recherche sur l'embryon, il y avait un certain nombre de critères, il faut que ce soit des progrès thérapeutiques majeurs, etc. etc. Aujourd'hui, on en est simplement arrivé l'objectif est d'augmenter nos connaissances. Et ça, je trouve que c'est assez révélateur et assez préoccupant, parce que augmenter à tout prix les connaissances, ça ne peut pas être un objectif éthique en soi. Ce qui est utile n'est pas forcément toujours éthique. Et à tel point que certains disent dans les déconstructeurs de ce projet de la bioéthique que l'augmentation des connaissances est une valeur éthique. Vous voyez un peu le renversement des valeurs. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a jamais eu probablement autant de connaissances qu'aujourd'hui. On accumule des connaissances. Google accumule beaucoup de connaissances. Nous, les intelligences collectives peut-être, personnelles collectives peut-être moins. En tout cas, on accumule quand même malgré tout de plus en plus de connaissances. Mais ce qu'on n'accumule absolument pas, parce que ça s'efface, c'est la sagesse. Or, la sagesse, c'est elle qui peut permettre de tracer des limites et de tracer aussi des limites à cet appel sans fin de la connaissance. Et au fond, c'est un peu pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est que ce qu'on a mis un peu derrière ce mot progrès, mais on ne sait même plus ce que ça veut dire ce mot progrès, sert un peu à autoriser, à légitimer toutes les transgressions. Le progrès, moi je trouve que c'est un peu devenu un espèce de veau d'or, mais c'est pas récent, hein, et un mot magique. Il suffit de dire que quelque chose est un progrès pour que ça le devienne. Évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Et je crois qu'un vrai progrès, il doit d'abord être au service de l'homme. Or, aujourd'hui, et c'est très très flagrant dans ce projet de loi en particulier, il y a des choses qu'on appelle progrès qui en fait viennent asservir l'être humain. Et si par exemple on peut prendre l'exemple de l'autoconservation des ovocytes, je fais juste un aparté parce que on ne peut pas tout développer à fond, mais on nous présente ça comme étant un progrès, même un nouveau droit procréatif.
Et en fait, c'est une immense arnaque, c'est une immense illusion qui est proposée aux femmes, puisque eh bien, pour beaucoup d'entre elles, cette technique-là, au bout du compte, aura été une perte de chance, pour plein de raisons. Et donc, vous voyez, ça résonne pas mal avec l'évangile d'aujourd'hui, que ça m'a interpellée. Hein. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Et dans ce projet de loi, il y a vraiment souvent ça, c'est-à-dire qu'on va nous faire croire qu'il y a tel ou tel progrès, tel ou tel nouveau droit, telle ou telle avancée, et en fait, derrière, c'est bien plus compliqué que ça, et c'est même plutôt d'immenses régressions. Et la recherche sur l'embryon, c'est ça aussi. Il y a une forme d'aspiration vers toujours plus de connaissances, vers toujours plus aussi d'utilisation, d'instrumentalisation, avec évidemment souvent des bonnes intentions. Voilà, vouloir faire grandir les connaissances, etc. Les intentions peuvent être évidemment bonnes, mais voilà, quand on réfléchit en éthique, la fin ne justifie pas les moyens. Et de toute façon, à partir du moment où on vient mettre à ce point-là, et aujourd'hui on atteint un summum, la main sur la vie, bah, ça ne peut que devenir une loi du plus fort. Et c'est pour ça que nos évêques ils font souvent le lien dans leurs textes avec la fraternité, la bioéthique et la fraternité. Et je fais un petit aparté là-dessus pour voilà, se redire entre nous que ces enjeux autour de la vie, on les appelle bioéthiques, mais pas que, en fait, tous ces enjeux autour de la vie humaine sont des vraies préoccupations depuis, j'ai envie de dire, toujours du magistère. Et beaucoup d'encycliques, beaucoup de nos papes ont eu des paroles absolument prophétiques et d'une clarté lumineuse sur les préoccupations qui aujourd'hui nous concernent. Jean-Paul II, il y a très longtemps, a expliqué par exemple beaucoup de choses sur le génome humain qui aujourd'hui voilà, sont toujours extrêmement éclairantes. Et dans notre pays, nos évêques aussi s'engagent. Il y a récemment, Monseigneur de Germay a fait une belle tribune sur cette question-là. Et il y a quelques années, Aude et moi, nous avions toutes les deux, à quelques semaines d'intervalle, fait des conférences côte à côte avec Monseigneur Aupetit. Voilà, ça c'est des signes assez encourageants et assez forts de cette cohérence dans ces questions que Aude et moi on travaille particulièrement. Alors il y a une fascination de la recherche et je crois que c'est un peu normal parce que les premiers instants de la vie, tout ce qu'on a à en apprendre, en fait, c'est objectivement évidemment fascinant. Et je vous donnerai juste un exemple. Je ne sais pas si vous savez, mais le record du monde, entre guillemets, record de naissance après une congélation embryonnaire, c'est 27 ans. C'est-à-dire qu'une petite fille est née en bonne santé après avoir été congelée 27 ans, congelée avant même que ne soit conçue la femme qui finalement l'aura adoptée comme embryon et l'aura mis au monde. Et ça, c'est quand même... bon, ça nous questionne en profondeur hein, sur l'acharnement procréatif, sur cette injustice qui est faite quand même malgré tout d'avoir privé quelqu'un du temps qui s'écoule à ce point-là et même de ses origines profondes. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens aussi de ça, c'est la puissance de vie incroyable de ces cellules qui, après 27 ans, reprennent vie et finalement deviennent, après une grossesse, celui ou celle qu'ils ont toujours été. Je reviens au projet de loi. Parmi les mesures qui sont prévues, il y a par exemple celle de cultiver l'embryon in vitro jusqu'au 14e jour. C'est le début des ébauches du système nerveux. Et on voit déjà dans l'agenda hein, des guidelines internationales ou même dans les propos du rapporteur, d'un des rapporteurs, Jean-Louis Touraine, que pourquoi 7 jours, pourquoi 14 jours, lui, s'il pouvait, il irait il l'a dit dans un texte noir sur blanc, jusqu'au développement fœtal, c'est-à-dire plus de 2 mois. Alors techniquement, c'est impossible, mais en tout cas, voilà, il ne voit pas de barrière à tout ça. Alors pourquoi toujours plus de culture ? D'abord, ils disent on sait le faire, donc il faut augmenter le délai. Vous voyez un peu le raisonnement. Et puis évidemment, donc ça augmenterait un certain nombre de connaissances, ça je l'ai déjà dit.
Et puis, ce qu'offre en fait cette culture, c'est de pouvoir prélever sur l'embryon humain des cellules qui sont déjà différenciées pour entrer dans ce qu'on appelle des thérapies innovantes, c'est-à-dire des médicaments. Concrètement, ça veut dire utiliser des embryons humains pour soigner d'autres êtres humains. À partir de l'embryon humain, il y a aussi l'autorisation de fabriquer ce qu'on appelle des gamètes artificielles, également autorisées par ce projet de loi, c'est-à-dire de prendre une cellule sur un embryon et de la forcer, par des techniques de génétique, de la forcer à devenir directement un spermatozoïde ou un ovocyte. Vous voyez à quel point les enjeux sont absolument énormes. Et puis il y a cette question de transformer aussi le génome des embryons, ça je l'ai déjà aussi évoqué. En fait, on est un peu dans un phénomène où la technique est dans une forme de fuite en avant. La technique appelle la technique parfois elle doit venir réparer ce qu'elle-même a abîmé. Et il y a des offres techniques qui sont mises qui après viennent créer la demande et toujours plus de demandes. Et il y a un autre paradoxe que je voudrais relever dans cette mentalité qui évolue à cause notamment de la technique, c'est que d'un côté, on développe de plus en plus des formes d'acharnement procréatif. Par exemple, la FIV à 3 parents, une FIV qu'on réalise à partir de 2 ovocytes et d'un spermatozoïde, qui est déjà utilisée dans certains pays. Et il y a déjà des enfants qui naissent de cette technique, en Grèce, en Ukraine par exemple. Et là, c'est de l'acharnement procréatif. Et en fait, on va jusqu'au bout d'une technique pour avoir un enfant à tout prix, sans... tout prix, en tout cas, c'est lui qui en payera le prix, parce que les enjeux sur sa santé sont quand même extrêmement préoccupants. Et là, en fait, c'est qu'importe le prix à payer pour l'enfant, on va le faire. Et paradoxalement, de l'autre côté, plus on connaît l'embryon et plus on le tient in vitro sous l'œil de biologiste, et plus on va aller vers aussi de la sélection, toujours plus de sélection embryonnaire. Vous voyez ces deux phénomènes pour sélectionner, éviter à tout prix d'avoir tel ou tel risque ou pathologie, ce qui en soi est évidemment une utopie, mais il y a ces deux phénomènes qui fonctionnent en même temps, alors que c'est complètement opposé, et pourtant c'est toujours la même mentalité à l'œuvre. C'est les deux faces d'une même médaille, c'est la toute-puissance d'autrui sur la vie humaine. Alors, comment penser la dignité de l'embryon humain? Je voudrais quand même vous partager quelques clés, après vous avoir évoqué quelques préoccupations qu'on peut avoir dans ce projet de loi ou dans les suites de ce projet de loi. Quelques clés. D'abord, je voudrais... c'est évident pour chacun d'entre nous, mais c'est toujours bon de se le redire, c'est que toute vie humaine a toujours un seul et unique commencement. On a tous le même commencement. Si chacun d'entre nous, on remonte le fil de notre vie, on arrive tous au même point. On a été une seule et unique première cellule. Donc finalement, l'embryon humain, il est celui que nous avons tous été. Et il y a un philosophe que j'aime bien qui dit que l'embryon est notre semblable au futur. La deuxième clé, j'aime bien parler de la puissance de l'être humain. Parfois, on parle d'être humain potentiel ou d'être humain en puissance ou que sais-je. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je parle de puissance de l'être humain, de puissance de ses premières cellules. Je vous ai donné un premier exemple avec cette congélation de folie de 27 ans. Et pour ça, tout simplement rappeler que, en fait, la vie, elle ne naît pas de la matière. C'est la vie qui anime la matière. Il y a un principe de vie qui anime tous les êtres vivants. Et donc, si dans la création, dans le monde du vivant, on considère le caractère singulier de l'être humain, et il faut considérer le caractère singulier de l'être humain. C'est aujourd'hui une préoccupation majeure quand on regarde les débats antispécistes, etc. L'être humain est particulier dans le monde du vivant. Donc si l'être humain est particulier dans le monde du vivant, alors le principe de vie qui infuse l'être humain, il est évidemment particulier, parce que déjà est seulement humain.
Et la troisième clé, c'est de penser le développement de l'être humain. C'est un processus qui est continu et évolutif. C'est pas une fabrication où on a l'habitude de fabriquer comme ça des choses, hein, dans notre monde. On fabrique un vélo, on amène des pièces les unes après les autres. C'est totalement différent et c'est pas facile pour nous de le concevoir. C'est totalement différent pour l'être humain. C'est un processus continu et évolutif, si bien qu'en fait chaque étape du développement n'est toujours que la conséquence de l'étape d'avant. Et une étape, elle est humaine parce qu'elle était d'abord elle-même la conséquence de l'étape d'avant qui était aussi elle-même humaine. Et on remonte comme ça jusqu'à la première cellule. L'être humain, il n'est pas d'abord, on entend ça parfois, il n'est pas d'abord une plante, ensuite un animal, ensuite il deviendrait un être humain avec des caractères humains visibles. Mais en fait, il est humain dès le premier instant de son existence, même si ces caractères humains, évidemment, ils n'apparaissent qu'au bout d'un certain moment de son évolution. Et d'ailleurs, cette première cellule humaine, elle est déjà sexuée, elle est déjà XX ou XY. Cette première cellule, elle est déjà fille ou elle est déjà garçon. Et l'embryon, il est le seul au monde à avoir la propriété de s'édifier lui-même. Au fond, il est son propre architecte. Et toutes les étapes de son développement sont prévues dans la première cellule. Le programme bien défini est prévu dès la première cellule. Et pour ça, on peut prendre l'image d'un joueur d'échecs. C'est comme si il avait déjà en mémoire toute la partie, tout ce qu'il va jouer, et la partie dans laquelle le premier coup va compter autant que le dernier coup. Donc l'embryon, il n'est pas un projet parental. L'embryon, il est le projet de lui-même. Et au fur et à mesure de cette construction magistrale, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait de l'embryologie dans mes études de pharma. C'est fascinant, c'est extraordinaire. Eh bien, au cours de toute cette construction, il n'y a aucun changement de gradation, il n'y a aucun changement de nature, ni aucune gradation de valeur. Alors, on ne peut pas définir l'embryon vraiment comme une personne au stade précoce de son développement. On ne peut pas le définir comme une personne, mais ce n'est pas pour autant qu'il est personne. Et je vous ai parlé de quelques petites observations dans son développement. Eh bien, tout ça, ça nous aide à discerner rationnellement et scientifiquement qu'il y a une présence personnelle dès l'apparition de la vie humaine. Et donc, on peut se demander comment un être humain ne serait pas une personne humaine. Donc, il n'y a pas de changement de nature, il n'y a pas de gradation de valeur au cours de son développement. Donc, l'embryon humain, c'est la démonstration que j'essaye humblement de faire. Donc, l'embryon humain a, dès son commencement, une dignité propre à la personne humaine. Alors la science et cette accumulation de connaissances, elle nous aide à comprendre de plus en plus le comment de la vie. Et d'ailleurs, on peut se dire que plus on apprend à connaître et plus on pourrait s'émerveiller et plus on pourrait avoir envie de le protéger. Ça serait aussi un raisonnement logique. En tout cas, ce que la science n'arrive pas bien à nous expliquer, c'est le pourquoi de la vie. Et vous voyez sous la lame d'un microscope, ce qu'on ne voit pas, c'est ce principe de vie, évidemment, qu'on appelle l'âme, et qui anime chaque être humain depuis sa première cellule et jusqu'à sa mort. Donc on est face à une loi qui contient beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui sont extrêmement injustes. Et une fois votée, elle va rester profondément injuste. Le légal ne devient pas le moral. Et il faut comprendre que ces mauvaises lois ont des conséquences directes sur les personnes. Elles génèrent des souffrances. Et c'est pour ça que ces sujets bioéthiques, je crois profondément qu'ils sont missionnaires. Ils sont missionnaires parce qu'ils nous appellent à prendre soin des plus fragiles, ils nous appellent à la formation, à éclairer de plus en plus les consciences.
Il nous appelle aussi à témoigner, je crois, on pourra en reparler dans les questions peut-être, mais de l'espérance aussi qui est en nous, parce que voilà, je crois qu'il ne faut pas tomber dans un aquabond ou dans une désespérance par rapport à tout ça, mais qu'au contraire, ces mauvaises lois et ces questionnements autour de la vie, elles sont aussi une opportunité pour repenser la vie humaine, pour vouloir défendre la vie humaine. Et je crois que derrière tout ça, eh bien, il est important de se rappeler qu'on est appelé à penser ces sujets et à en témoigner toujours dans l'amour. C'est la phrase qu'a remis le Père Charles dans son invitation, qui est extraite de la prière de Jean-Paul II. « Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. » Il y a cette question de la fermeté, des convictions, et il y a cette question de l'amour. Bien, merci Blanche, bonsoir à vous tous. Donc moi je vais continuer en abordant plutôt le volet procréation de la loi. Bon, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on y est dans ce processus parlementaire et 3 ans de mobilisation, de travail, de recherche, de témoignages, de plein de choses. Alors qu'est-ce qu'on va tirer de tout cela ce soir? Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais comme j'ai 20 minutes, je vais faire des choix. Et moi, je crois qu'une chose vraiment que nous a permis ce processus, c'est de prendre du recul sur la PMA. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas l'impression qu'on s'était vraiment penché sur cette question. Et il faut bien réaliser que le projet de loi sur la procréation médicalement assistée généralisée, parce qu'on parle de la PMA pour toutes, mais en fait c'est la PMA pour tous dont il s'agit, les femmes seules, les couples de femmes, mais aussi les couples hommes-femmes fertiles, qui pourront, s'ils le désirent, faire des enfants avec des donneurs des deux côtés pour avoir plus de chances d'avoir ceci ou cela comme trait chez leur enfant. Bon, bref, cette PMA pour tous, elle n'arrive pas de nulle part. Elle est l'aboutissement d'un processus qui était déjà en cours et je crois que c'est l'occasion de réaliser que la PMA déjà actuelle pose de nombreuses questions et de graves problèmes. Alors, le magistère de l'Église s'est déjà exprimé là-dessus. Il y a une instruction qui s'appelle Donum Vitae, qui a, je ne sais plus, une dizaine d'années, je pense, peut-être même plus, peut-être même 20 ans. Bon, voilà. Et qui était déjà très claire et qui nous permet de comprendre, enfin de nous interroger en tout cas, de savoir est-ce que la technologie est une façon compatible avec la dignité humaine de concevoir des enfants. Donc, parce que bien sûr... l'idée, c'est que la procréation humaine est un acte qui engage la personne tout entière, corps et âme, et en dissociant la procréation de l'union des personnes, de l'union sexuelle de l'homme et de la femme, eh bien le résultat, c'est pas le but, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on accepte et c'est ce qu'on fait. Le résultat, c'est qu'on passe de la procréation à la production technologique de l'homme. Et juste pour le comprendre, je vais prendre 5 minutes là-dessus, avant de parler du projet de loi lui-même. Eh bien, je vais justement citer quelques extraits de cette instruction. Vous allez voir, c'est quand même assez clair. Alors, un petit résumé en introduction qui nous dit la chose suivante. En permettant de s'affranchir du cadre naturel de la conception. Donc, c'est bien ça le principe de la PMA. On procrée en dehors de l'union des personnes. Ces techniques ont d'emblée soulevé d'épineuses questions éthiques. Donc ce n'est pas maintenant, en 2021, à une semaine de l'adoption du projet de loi, qu'on commence à avoir des problèmes. D'emblée, d'épineuses questions éthiques. En dissociant sexualité et procréation, et ça c'est ce qu'explique l'Église depuis toujours, cette dissociation de la sexualité et de la procréation, que ce soit d'un côté pour la contraception ou de l'autre pour la PMA, c'est là le cœur du sujet, en dissociant sexualité et procréation. Et du coup, c'est moi qui ajoute le du coup dans la citation, et en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques, encore une fois, ce n'est pas le but recherché, mais c'est quand même quelque chose qui est accepté, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation? Bah si, clairement, la preuve, pourquoi on est là, c'est justement parce que tout le monde réclame la PMA. Et ce n'est pas du tout terminé. Les femmes célibataires, les couples de femmes, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a tout le reste. Les couples hommes-femmes fertiles,
qui sont la cible réelle du projet de loi, parce que c'est eux les plus nombreux, et c'est eux qui vont permettre d'étendre le marché. Et puis vous avez la PMA post-mortem pour les morts, la PMA pour la retraite, pour le 3e âge. L'Agence de la biomédecine a déjà des procès sur le dos d'hommes de 76 ans qui veulent pouvoir faire une PMA avec leur petite amie. Voilà, donc en fait, la revendication de procréation, elle est sans fin. Donc n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation? Comment circonscrire dans ces conditions, je continue à citer, le désir que l'enfant soit sinon parfait, du moins le moins imparfait possible? Et ça, il faut bien comprendre que l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection des êtres humains, c'est pas demain, c'est que déjà aujourd'hui, nous avons ça qui est en germe dans les pratiques actuelles et qui sera évidemment décuplé, exacerbé dans l'avenir, parce que la technologie va s'empresser de nous offrir des possibilités toujours plus fines de sélectionner l'enfant dont nous rêvons. Et ça, c'est Jacques Testard qui explique ça très bien. Il sait un peu de quoi il parle, puisque je vous rappelle que c'est le père, entre guillemets, du premier bébé éprouvette français, Amandine, avec le professeur Friedman. Eh bien, il explique que qu'on le veuille ou non, l'eugénisme est lié à la PMA. Même si on ne le veut pas, on est obligé. Pourquoi? Parce que la PMA suscite des situations de choix. Et dès lors qu'on choisit, eh ben forcément, on sélectionne. C'est-à-dire que quand il faut choisir un donneur, il faudrait être complètement stupide pour aller prendre quelqu'un qui a des antécédents génétiques dans sa famille. Quand on a 12 embryons sur la paillasse de laboratoire et qu'on va en implanter 2, il faudrait vraiment être complètement stupide pour prendre des embryons malades ou qui ont une apparence pas très engageante. Bien sûr qu'on sélectionne. Alors je continue. Comment appréhender, du point de vue de l'établissement de la filiation et de l'accès aux origines, l'intrusion, c'est quand même assez fort comme terme, d'un tiers à travers un don de gamètes dans la relation entre l'enfant et le couple ayant recours à ces techniques? Je vais juste dire un mot sur le recours au don de gamètes qu'on pratique déjà aujourd'hui au sein des couples hommes-femmes. Donc le recours à des gamètes extérieures au couple. On a voulu croire il y a 30 ans que ça n'avait aucune importance, que pour l'enfant, ce n'était pas du tout un problème, que la seule chose qui comptait, c'était d'être aimé et désiré. Bon, aujourd'hui, les premiers sont adultes. Ils ont tous été visiblement, enfin, en tout cas, il semblerait aimés et désirés. Et pourtant, ils expliquent que ce n'est pas si simple. Et qu'être issu de quelqu'un, quand bien même on l'appellerait donneur, ça n'est pas anodin, ça n'est pas indifférent. Et le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de voir ce qui se passe quand il y a des erreurs dans les PMA à l'hôpital. Bon, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Et donc parfois, les équipes médicales font des petites erreurs d'éprouvette. Et voilà qu'une femme, en processus de PMA avec son mari, est inséminée par les gamètes d'un autre homme que son mari, ou carrément on lui implante un embryon qui vient d'un autre couple. Bon, alors s'il est vrai que la biologie est complètement secondaire en matière de filiation et que la seule chose qui compte, c'est l'amour et l'engagement auprès de l'enfant, bah, écoutez, ces gens sont en processus de PMA, ils veulent un enfant, ils attendent un enfant, tout va bien, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, il semblerait que non. Et pour les couples concernés, à chaque fois, c'est un véritable drame. Un véritable drame, au point qu'ils saisissent la justice qui indemnise leurs préjudices. Et à tel point que si j'en crois le témoignage de je ne sais plus quel médecin, mais je pourrais vous le dire si vous le voulez, parce que c'est dans mes papiers, du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui expliquait dans un interview au Figaro, en considérant que c'était une bonne nouvelle, il disait « Heureusement, dans la quasi-totalité des cas, l'erreur a été décelée à temps pour que puisse être proposée au couple une interruption de grossesse. » Donc ça veut dire que pour les couples en processus de PMA, le fait d'attendre un enfant qui n'est pas issu de leur gamète est une catastrophe telle qu'ils préfèrent visiblement, dans quasi tous les cas, ne pas avoir d'enfant du tout. Est-ce que c'est pas un petit peu léger de déclarer de façon péremptoire que pour les enfants, eux, ce serait totalement indifférent et anodin? On voit bien que ça n'est pas vrai, ça n'est pas le cas. Donc sous prétexte que la filiation ne se réduit pas à relayer un lien biologique et qu'elle est quelque chose de bien plus complexe et bien plus riche que ça, eh bien on se permet de considérer que le lien biologique n'a aucun intérêt et qu'on peut en priver un enfant délibérément. Or, ça n'est pas vrai. Bon, je pourrais parler des embryons surnuméraires, j'imagine que tu l'as déjà fait, de la question existentielle, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, je m'arrête là, parce que vous voyez que déjà avec ça, on a quand même de quoi méditer sur la PMA actuelle. Et maintenant, moi, je vais vous avouer un mensonge, c'est que ce que je vous ai présenté comme un extrait de Donum Vitae, en fait, c'est le rapport du Conseil d'État rendu pour la révision de la loi de bioéthique en 2018. En dissociant sexualité et procréation, en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation?
comment circonscrire le désir que l'enfant soit le plus parfait possible. Vous voyez ? Donc, ce qui est très encourageant, c'est qu'on voit que finalement la question est très bien posée, cette dissociation de la sexualité et de la procréation qui aboutit à la sélection des enfants, à l'intrusion de donneurs, tout est bien vu. Ça permet de voir que la raison humaine a quand même la capacité d'analyser la situation de façon assez lucide. En revanche, ce qui est très inquiétant et ce qui est vraiment problématique, c'est que le Conseil d'État est totalement incapable d'en déduire la moindre règle pratique en termes de stop, on ne fait pas ci, on ne fait plus ça, on a cru un moment que c'était très bien, en fait on se rend compte que c'est la catastrophe, on arrête. Non, c'est-à-dire que les difficultés sont toutes vues, et d'ailleurs on voit exactement la même chose dans l'avis du comité d'éthique, qui a pourtant donné à la fin un avis favorable à l'extension de la PMA aux femmes célibataires, aux couples de femmes et finalement à toutes les personnes, y compris les personnes fertiles, alors que pourtant son avis c'est la liste de tous les problèmes. Voyez, et en fait, finalement, on voit que le constat peut être fait pratiquement par tout le monde, mais finalement, il n'y a que l'Église qui est assez lucide et qui a le courage de dire, bon ben voilà, les conclusions qu'on en tire, c'est non. Enfin, en tout cas, on vous déconseille. Hein. Et donc là, il y a vraiment quelque chose même à voir dans nos propres vies hein, et dans la façon dont on en parle, c'est qu'on ne peut pas se comporter comme si le fait d'avoir identifié une difficulté, eh ben, ça revenait à l'avoir résolue. Non, ça ne la fait pas disparaître. Hein, et par conséquent, il faut avoir le courage d'accepter que ces éléments que notre intelligence nous permet de discerner comme problématiques eh bien, aient des conséquences concrètes ensuite dans nos choix. Bon, alors, déjà, donc, la procréation médicalement assistée en elle-même, en ce qu'elle entraîne cette dissociation entre sexualité et procréation, et donc, finalement, transforme la procréation humaine en production technologique de l'humain, la PMA en elle-même mérite d'être interrogée en termes de compatibilité avec la dignité de la procréation humaine. En plus, certaines de ces modalités entraînent des difficultés particulières, notamment le recours à un donneur qui vient aggraver la situation puisque ça met une difficulté de plus. La congélation d'embryons surnuméraires hein, qui ajoute une difficulté objective pour beaucoup de couples. Voilà, donc on pourrait allonger la liste. Alors le projet de loi de bioéthique, dans ce contexte, eh bien, il aggrave bien sûr considérablement la situation. Alors, la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes, c'est facile de comprendre que ça signifie pour l'enfant l'effacement délibéré de son père, la privation de père. Alors, le fait d'être privé de son père ne condamne personne à rater sa vie, hein, évidemment. La vie de chacun se charge de lui offrir son lot de difficultés et ben c'est à chacun de passer outre ces difficultés, les dépasser, les transcender. Bon, mais c'est pas parce qu'on peut éventuellement, enfin qu'on peut heureusement se remettre hein, et dépasser l'absence de père qui devient légitime d'imposer délibérément cette difficulté à un enfant en la provoquant. Et au passage, j'en profite pour régler une fois pour toutes la comparaison qu'on fait parfois entre la PMA et l'adoption, puisque je rappelle quand même que l'adoption n'a jamais privé un seul enfant de quoi que ce soit, et certainement pas de ses parents biologiques. L'adoption intervient au profit d'un enfant qui a été privé, ça oui, par les malheurs de la vie, les responsabilités des uns, la lâcheté des autres, les catastrophes naturelles en d'autres cas, les maladies, je ne sais pas quoi. Elle vient au secours d'un enfant qui a été privé donc d'un de ses parents d'origine ou des deux, mais l'adoption intervient pour réparer cela. Et ça ne peut absolument pas servir de prétexte pour organiser hein, cette mise à l'écart du géniteur ou de la génitrice de l'enfant, sous prétexte que l'enfant pourra très bien s'en remettre. D'ailleurs, on nous dit souvent qu'on va remplacer le père par un référent paternel. Même Agnès Buzyn nous avait dit que ça pouvait être une grand-mère. Bon, peut-être qu'elle s'est laissée un peu emporter, mais c'est quand même assez révélateur. Mais dans ces cas-là, si le référent paternel suffit, pourquoi est-ce que les personnes en désir d'enfant ne se contentent pas d'un référent enfant ? Un petit-neveu, un filleul à qui on prodiguerait de l'affection. Et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de personnes et c'est admirable. On voit très bien que ça n'est absolument pas la même chose. Hein, et s'agissant d'un adulte, la différence, c'est qu'un adulte n'a pas droit à un enfant, il n'a pas a priori un enfant. Alors qu'un enfant qui vient au monde, il a des parents. Et donc si à la fin il en manque un, c'est parce qu'on l'a écarté. Hein, c'est toute la différence. Alors, donc la PMA pour les femmes, ça suppose la privation de père organisée, délibérée et légale. Bon, la PMA pour les femmes seules, ça ajoute le fait qu'on expose l'enfant à cette
Difficulté supplémentaire de la situation de monoparenté, qui est objective, puisqu'elle ouvre le droit à des aides particulières de la société, c'est quand même pas pour rien. La PMA pour les couples de femmes, cette fois-ci, il y a 2 parents, mais la difficulté spécifique, c'est que ça va faire, j'ai envie de dire carrément, ça va faire exploser le concept de filiation, mais si on ne veut pas employer un terme aussi radical, on peut juste constater qu'en tout cas, ça va le faire évoluer. Et ce qui est sûr, c'est que c'est faux d'affirmer que ça ne change rien, parce que la filiation qui relie un enfant à 2 hommes ou 2 femmes, eh bien, réduit la relation de la filiation à une relation d'éducation. Et elle déconnecte la filiation de son lien avec l'engendrement de l'enfant, avec la généalogie de l'enfant, avec la réalité charnelle de la procréation. Et la filiation se retrouve fondée uniquement sur la volonté de l'adulte, ce qui entraîne ensuite des conséquences sans fin. On pourra y revenir si vous le voulez, mais j'en évoque une seule. Ces derniers temps, on a vu dans la presse des hommes qui refusent une paternité qui leur est imposée, parce qu'eux, ils n'ont jamais eu de projet parental. En fait, c'est une relation éphémère ou pas, d'ailleurs. Et avec une femme, il se trouve qu'il y a un enfant, et on leur colle une action en recherche de paternité, et ils se retrouvent pères. Aujourd'hui, le droit civil permet de leur imposer la responsabilité de cet enfant, la paternité, la pension alimentaire qui va avec. Mais le projet de loi bioéthique leur donne raison, parce qu'à partir du moment où la filiation est déconnectée de l'engendrement de l'enfant pour reposer sur la seule volonté et le projet parental, dès lors que cette volonté, ce projet parental n'existe pas, comment est-ce qu'on pourrait tout à coup ressortir de derrière les fagots le fait d'avoir fourni le spermatozoïde qui est complètement déconsidéré par ailleurs? En gros, c'est l'égalité de traitement devant la loi qui est en jeu, et il ne sera pas tenable de continuer à imposer à certains géniteurs une paternité non désirée, alors qu'on affirme à longueur de débat parlementaire que le géniteur n'a rien à voir avec un père, pour disqualifier le donneur de toute prétention à la paternité. Bon, ça c'est la partie visible de l'iceberg, comme je disais. En réalité, on parle de la PMA pour tout le monde, parce que tout simplement, la PMA naturelle, la procréation naturelle, ne rapporte rien, pas 1 euro, alors que la procréation technologique, elle rapporte gros. Alors les femmes célibataires, les couples de femmes, oui, ça va ramener des clients, mais enfin, ça va quand même rester assez limité. Alors que le gros du marché, eh bien, ce sont les couples hommes-femmes fertiles, qui sont la cible réelle et qui sont d'ailleurs, dès l'article 1er, concernés par la PMA, s'ils le souhaitent. Voilà, on pourra y revenir sur cet aspect marché, parce que là encore, Jacques Testard dit qu'il existe déjà ce marché, mais parce que on a affaire à des patients qui sont très demandeurs, qui sont prêts à tout supporter, tous les examens, toutes les contraintes, à répétition, pour réaliser leur vœu très cher d'avoir un enfant. Et ils sont d'autant plus prêts à tout supporter que tout est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc ça fait quand même une clientèle très, très favorable. Mais par contre, cette clientèle, aujourd'hui, elle est verrouillée par la condition d'infertilité posée par la loi. Et justement, les femmes célibataires et les couples de femmes sont le prétexte pour faire sauter ce verrou thérapeutique et ouvrir la PMA à tous et ouvrir cette fois-ci vraiment le marché. Bon alors, à une semaine de l'adoption annoncée, attention, c'est pas encore fait, du texte, que faire? Quelques mots très brefs. Bon, déjà, n'oublions pas la perspective surnaturelle dans laquelle nous nous trouvons. Dieu est au-dessus de tout cela, et nous le savons bien. Et lui, de toute façon, il ne perd pas de bataille. Donc nous faisons ce que nous avons à faire. Il n'est pas question de baisser les bras. Déjà, rien que parce que nous avons confiance justement dans l'action de Dieu qui, par les voies qui sont les siennes, gouverne le monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, d'un point de vue strictement humain, eh bien, il est faux de penser que nous avons échoué. D'abord, on n'a pas encore échoué sur le projet de loi parce que ça n'est pas fait et la politique a déjà montré des centaines de fois que tout reste possible quand même malgré tout. On a même vu des lois adoptées qui ensuite n'étaient pas promulguées ou alors une loi promulguée et le président de la République, c'était Chirac à l'époque avec la loi sur, comment ça s'appelait déjà, le contrat de première embauche, le CPE, quelque chose comme ça. Ah ben en fait, on ne va pas l'appliquer. Enfin, voilà, on a tout vu en politique. Franchement, on a tout vu. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on est un peu fatigué, ça je reconnais, moi je suis complètement épuisée, je pense que Blanche c'est pareil, et à mon avis on n'est pas les seuls, mais la fatigue c'est pas l'échec. La fatigue c'est pas l'échec, et est-ce que c'est un échec? Regardez cette année combien de fois les jeunes sont descendus dans la rue. Franchement, est-ce qu'à leur âge vous aviez déjà une conscience politique aussi vive? Est-ce que vous étiez déjà des combattants comme le sont nos enfants?
Et je veux dire, déjà, cette génération-là qui a été formée et biberonnée à la lutte, eh bien, je peux vous dire que c'est déjà un investissement très prometteur. Est-ce qu'on était capable, qui était capable ici à 10 ans d'expliquer pourquoi est-ce que, bon, le mariage, on pourrait en reparler, mais même la filiation concernait absolument un homme et une femme? En tout cas, moi, personnellement, je ne savais pas. Hein. Et quand on, enfin, je le savais intuitivement, mais je n'étais pas capable de l'expliquer. Si vous voulez, dans 5 minutes, dans les questions, je vous l'explique. Et je pense que vous êtes tous capables de le faire aujourd'hui. Ben voilà, tout ce travail, cette recherche, c'est un progrès qui est objectif et qui est réel. Ça n'est pas vrai que nous nous heurtons à un rouleau compresseur inarrêtable. Je l'ai déjà dit, hein, je le répète, désolé pour ceux, mais en même temps, ça n'a pas changé. Hein. Donc, le rouleau compresseur, il existe, ça c'est clair et net. C'est la philosophie relativiste qui vient de la philosophie des Lumières et de la Révolution française. La loi est l'expression de la volonté générale et n'obéit à rien de supérieur à elle. On a fait ça, on a affirmé ça pendant des générations sans l'appliquer. Tout le monde disait, en fait, on n'obéit à aucune norme supérieure, mais en pratique, tout le monde cherchait à se comporter correctement. Sauf que les arrière petits-enfants, aujourd'hui, le prennent au premier degré. Donc maintenant, c'est je fais ce que je veux, je suis ce que je veux. Et voilà, et on en est là. Mais c'est un rouleau compresseur qui est difficile à arrêter parce qu'il est en roue libre depuis plus de 3 siècles. Mais ce n'est pas vrai qu'il est inarrêtable. Et d'ailleurs, on a déjà bien commencé à l'enrayer. Hein, ça patine quand même. Et il est clair et net que cette machine du progrès obligatoire est enrayée et qu'un jour ou l'autre, elle s'arrêtera. Et peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Bon, bref, nous sommes chargés, c'est notre génération a cette tâche-là, de dire stop à ces dérives éthiques. Ce n'est pas un baroud d'honneur, on est là pour construire l'avenir. Et je pense qu'on y croit, parce que sinon, on est fou d'être là. On a quand même mieux à faire ce soir. Hein, voilà. Alors, que faire concrètement? Notre évêque nous demande de jeûner et de prier. Alors moi, quand j'entends des cathos qui disent « on ne peut rien faire », alors franchement, je trouve ça dramatique. Hein. On peut faire des choses. Nous avons une pétition à signer sur le site de l'Assemblée nationale. On a des petits tracts qu'on va vous donner tout à l'heure si vous ne l'avez pas encore fait. Il faut le faire. Parce que si vous vous dites « je ne peux rien faire », eh ben moi, je vais vous donner quelque chose à faire. Hein. Et puis continuer, persévérer, parce que la loi, c'est un aspect de notre mission. Mais notre mission, c'est de promouvoir la dignité humaine, le respect de tous les êtres humains. Concrètement, c'est que des enfants ne naissent pas de ces PMA sans père. Et puis aussi des autres, si possible. Et concrètement, la loi ne va pas nous aider si elle est adoptée. Mais la loi, ce n'est qu'un aspect de la question. Si la loi autorise des femmes célibataires à se faire inséminer par des inconnus, il n'y a aucune obligation pour elles de le faire. Et à nous de leur expliquer les enjeux pour qu'elles aient le discernement suffisant pour résister à ces mirages. Et concrètement, ça commence par nos enfants, parce que c'est à eux que l'industrie de la procréation va proposer des prestations toujours plus sophistiquées. Et il faudra qu'eux aient la ressource, justement, pour ne pas tomber dans ce piège. Bon, bref, nous avons plein de choses à faire. Nous avons des livres aussi que nous avons apportés. On peut les lire, les prêter, les offrir. Ça aussi, c'est une œuvre de salut public. Hein, c'est vrai. Donc tout ça pour dire que la machine du soi-disant progrès obligatoire est bien enrayée, mais elle est encore active. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras. Et voilà, pour reprendre une conclusion que j'ai déjà eue plusieurs fois, eh bien, à nous de tenir le coup parce que c'est notre mission. C'est un petit peu fatigant parce que ça prend un petit peu de temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Et à la fin, soyons-en sûrs, la justice reprend ses droits. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro pour ça. Ben oui, vous en avez. Ah. Merci. Vous avez dit que chaque vie humaine avait son commencement propre. Pourquoi l'Église, alors ça c'est peut-être le Père Charles qui pourra nous parler de ça, mais pourquoi l'Église n'a pas encore reconnu l'animation immédiate? Pourquoi l'âme n'est pas encore quelque chose qui est décrété comme étant primordial dans l'existence humaine?
J'ai cru que tu allais dire pourquoi l'Église n'a pas encore fait je sais pas quoi, a pas encore. J'ai dit mais attendez, l'Église c'est nous, hein. Alors si on reproche à l'Église de ne pas avoir fait des trucs, commençons par le faire. Voilà, bon, ça c'est la première chose. Sur l'animation immédiate, eh bien, ça c'est vrai que souvent, nous, on nous balance dans la figure. Tout à coup, saint Thomas d'Aquin devient une référence pour certaines personnes parce qu'il a dit, c'est pas il aurait dit, c'est il a écrit même, que l'embryon humain aurait d'abord une âme végétale, puis animale, puis humaine. Et c'est vrai que c'est quand même un problème pour nous autres de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais en fait, il faut réaliser que saint Thomas d'Aquin avait posé un principe philosophique qui était que l'infusion de l'âme par Dieu suppose une nature humaine organisée, une nature humaine. Et avec les connaissances scientifiques qu'il avait de son époque, il pensait que l'organisation humaine de la matière eh bien, se faisait progressivement et concrètement au moment où on avait des traits visibles à l'œil nu humains. Mais si on applique le principe philosophique de saint Thomas d'Aquin aujourd'hui avec les connaissances de l'embryologie, en fait, on peut conclure à la possibilité de l'infusion de l'âme par Dieu dans l'embryon à la première cellule. Alors l'Église ne se prononce pas là-dessus parce qu'on ne peut pas non plus le prouver, je pense. Enfin, je ne sais pas, vous m'arrêtez si je me trompe. Mais vous savez, pour moi qui suis juriste, le fait d'avoir un doute, tout à l'heure, Blanche a dit, en fait, on ne peut pas prouver, identifier la dignité humaine et la présence de l'âme chez l'embryon. Enfin, bonne chance pour la prouver chez nous aussi. Hein. Enfin, voilà. Et puis surtout, c'est que à partir du moment où on cherche une règle de conduite à l'égard de l'embryon, on n'a pas besoin d'avoir une certitude sur l'animation de l'embryon, sur le fait qu'il soit une personne humaine investie de la dignité humaine. La simple possibilité que ce soit le cas suffit à dicter la règle de conduite. Dans le doute, on ne prend pas le risque de sacrifier une personne humaine. Vous savez, c'est la même règle si vous avez un paravent et que donc vous ne voyez pas, et que vous prenez un fusil pour vous amuser, vous tirez. Ah bah pas de chance, il y a quelqu'un derrière. Et vous allez expliquer à la cour d'assises, ah non mais je ne savais pas. Si j'avais su qu'il y avait quelqu'un derrière, j'aurais pas tiré, bien sûr. Mais vous allez en prison directement, parce que dans le doute, on ne prend pas le risque de tuer un être humain. Voilà, et bien pour l'embryon, en réalité, même si jamais il nous reste un doute existentiel quelque part, on peut quand même raisonnablement déduire un devoir de respect de l'être humain qu'il est, et même de la personne. Ouais, ça on peut préciser. Hein. Une des raisons aussi pour lesquelles l'Église ne s'est pas prononcée, c'est qu'elle refuse de sortir en dehors de son champ de compétences. Le pape, quand il intervient, ou les congrégations romaines, elles interviennent comme théologiens. Or, se prononcer sur l'animation immédiate ou différée, c'est un jugement philosophique. Et le Saint-Père n'a pas, ou les organes du Vatican n'ont pas mission à trancher des questions philosophiques. Maintenant, je termine par là, en fait, Blanche a cité tout à l'heure une phrase qui n'est pas d'elle, mais qui est de Benoît XVI, dans Dignitas Personae. Hein, en 2008, le Saint-Père a écrit, enfin la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais sur ordre de Benoît XVI, a écrit un complément sur de Donum Vitae. Et à un moment, il dit, comment un être humain ne serait-il pas une personne humaine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le pape, il dit, bon, bah, je sais que je ne peux pas me prononcer en matière philosophique, mais enfin, franchement, hein, voilà, quoi, tout est là. Mais, donc, il le fait sans le faire. Et puis si ce n'est pas une personne humaine, bah, c'est ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas des personnes. Oula, on est mal parti avec ce genre de possibilités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour cette intervention. J'ai deux questions. La première qui concerne un peu ces, on va dire, qui ne sont pas des hommes de loi, mais ces hommes politiques qui arrivent à ce que des lois comme ça puissent arriver dans les assemblées. Est-ce que, on s'aperçoit d'ailleurs que ces hommes sont toujours les mêmes, dont un député bien connu de notre ville. Et quelle est comment ces gens ont réussi à noyauter suffisamment les milieux type Assemblée nationale et Sénat pour que des lois comme ça puissent être même écrites? Parce que moi, je suis quand même sidéré de voir. Alors, il y a bien sûr des noyautages au niveau de l'université, etc., puisque Jean-Louis Touraine a été
le prof de faculté de beaucoup d'entre nous. Mais il y a quand même quelque chose que est-ce qu'il y a des lobbies derrière? Est-ce que vous avez, vous, une connaissance à ce niveau-là? Parce qu'il faut savoir aussi comment lutter à ce niveau-là contre ces lois qui arrivent à être écrites sans parler qu'elles soient promulguées. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question qui concerne plus ce qui a trait aux clauses de conscience pour les soignants, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas très loin de voir un basculement à ce niveau-là. Et je pense que ça va poser un énorme problème à beaucoup d'entre nous, parce que ça pose vraiment la question du sens qu'on met à exercer certains métiers. Par rapport à la mise en place des personnalités très influentes qui viennent vraiment déconstruire les lois bioéthiques, Aude a mentionné que c'était un phénomène qui existe depuis la Révolution. C'est quelque chose qui n'est que finalement la suite logique quelque part. Il y a évidemment un certain nombre de lobbies à l'œuvre, c'est évident. Il y a des forces en puissance qui sont assez impressionnantes. Il y a aussi du conflit d'intérêts qui n'est malheureusement pas beaucoup relevé, mais il y a un certain rapporteur, en tout cas sur les articles du projet de loi, qui est un peu jugé parti, puisqu'il est du domaine directement concerné par ces avancées, chimères, etc., pour lesquelles il milite. Donc c'est un peu ceux qui en ont besoin, qui décident et qui poussent en fait les amendements à aller toujours plus loin. Par exemple, les chimères, c'était dans la loi, mais lui a rajouté de faire en sorte que ça aille jusqu'à faire porter ces embryons animaux humanisés dans des femelles jusqu'à la naissance. Ils sont jugés partis. Il y a des vrais conflits d'intérêts aussi en termes du marché à se faire sur les thérapeutiques qui pourraient émerger de l'utilisation de l'embryon. On les voit dans les auditions, on entend quelques rares scientifiques qui veulent faire avancer les choses, mais on n'entend jamais la grande majorité des scientifiques qui œuvrent au service d'une science qui veulent juste en fait, et qui ne sont pas du tout d'accord avec ces dérives qui jettent le discrédit sur la science de manière générale. Et ça c'est grave en fait, mais on les entend pas, donc parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. C'est toujours ceux qui veulent faire avancer qui se montrent. Après il y a quand même quelque chose mais je pense qu'Aude elle complétera bien, mais moi ce que je pense aussi c'est que c'est pas seulement le fait de quelques députés, quelques politiques et tout ça, c'est surtout que malheureusement le terreau est favorable à ce type de loi, et ça c'est une responsabilité de tous et de chacun. De laisser passer des choses, de ne pas s'en occuper, de ne pas se mobiliser, de ne pas si tout le monde s'élevait contre un certain nombre de choses, elles n'arriveraient pas, c'est sûr. Voilà. C'est l'inaction des gens de bien qui fait que quelques personnes au service du mal font avancer les choses, je pense. Oui, parce que moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que quand même aussi, il faut reconnaître que il y a quand même eu une tendance, heureusement pas totalement généralisée, mais des catholiques et assimilés à déserter le terrain politique. Il y avait certains terrains dans lesquels, même encore aujourd'hui, malheureusement, les jeunes qui veulent se lancer dans la politique, qui veulent se lancer dans le cinéma, qui veulent se lancer dans la musique, on a tendance à dire « oulala, il va s'égarer là-dedans » et on a quand même tendance à aller « allez hop, d'abord une école d'ingénieur, d'abord une école de commerce et puis on verra plus tard ». Oui, mais c'est vrai, hein. C'est pareil pour le journalisme. On pourrait dire comment ça se fait que les médias ne relaient que les entre guillemets progressistes, les autoproclamés progressistes. Et je me souviens d'Eugénie Bastier qui posait une question à un parterre de 200 étudiants. Je faisais une intervention avec elle. Il disait, mais vous trouvez que justement que la presse est orientée, etc. Mais levez la main ceux qui sont en école de commerce, en école de journalisme, pardon. Je vous donne dans le mille, il n'y a aucune main qui s'est levée. Il n'y en avait pas un seul qui était en école de journalisme. Voilà, donc il y a aussi ça comme raison numéro 1, c'est qu'évidemment si personne n'y va, et si on décourage en plus les jeunes qui aimeraient bien se lancer, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin il n'y ait que des députés comme celui que vous évoquez et assimilés, quoi. Ça c'est pas un reproche pour une personne en particulier, on ne peut pas tout faire, mais c'est vrai que globalement,
hein. On a aussi une responsabilité collective de décourager. Et puis de toute façon, à chaque fois qu'on est là en train de dire de toute façon ça sert à rien, on a tout raté. Bon, déjà on décourage. Il faudrait vraiment qu'on ait un peu plus une mentalité d'être sûr de nous et de sûr d'avoir quelque chose de beau et de bien apporter à la société. Et ça encouragerait nos jeunes aussi à se lancer. Et il faudrait qu'on les encourage plus à s'investir plutôt que d'être toujours en mode sécurité absolue. D'abord, garantis ton compte en banque, garantis ta carrière. Évidemment qu'il faut les orienter et parfois les aider à discerner, mais enfin, pour l'instant, on pêche plutôt par excès inverse, je pense. Concrètement, on peut faire quoi, nous, les catholiques laïcs, pour aider? On peut faire quoi? Vous pouvez prier, jeûner, signer la pétition, offrir un livre à vos filleuls à leur anniversaire, discuter chez le coiffeur, discuter avec vos enfants, petits-enfants, parce que c'est déjà, il faut commencer par nous. Hein. Si nos propres enfants déjà n'ont pas les idées claires sur la bioéthique, comment vous voulez que la société ait quelques éléments de discernement? Voilà, en gros, nous, on a tous un petit cercle autour de nous sur lequel on peut toujours faire quelque chose. On peut encore écrire à nos députés, c'est pas grave. Et on a rencontré, je ne sais plus quand, Bernard Perru, le député de Villefranche, qui a toujours voté contre le projet de loi bioéthique. Eh bien, il a dit qu'il ne recevait pas de soutien, hein. Il n'est pas soutenu. On ne lui écrit pas pour lui dire bravo, merci, tout ça. Il s'en prend que plein la figure. Vous voyez, bon, voilà, c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Vous avez mis en exergue les problématiques de liberté, d'égalité dans le traitement de ces sujets. Est-ce qu'il reste une option qui serait un recours au Conseil constitutionnel par rapport à notre belle Constitution? Écoutez, le recours constitutionnel aura certainement lieu, mais très franchement, en soi, comment dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que moi je fais des tas de choses, tout le monde me dit que ça ne sert à rien, ça n'aboutira pas, mais je suis persuadée qu'à force, il y a quelque chose qui va finir par porter du fruit. Donc, mais le recours constitutionnel, malheureusement, ne donne aucune garantie. Parce que quand on voit que le Conseil constitutionnel n'a même pas été fichu de trouver dans le droit français un principe fondamental reconnu par les lois de la République sur le mariage homme-femme, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est un principe non écrit, mais qui est appliqué de façon systématique et depuis le début de la République. Si on avait bien un qui existait, c'était bien le mariage homme-femme. Hein. Parce que en droit, quand un mot ou quand une institution n'est pas définie, c'est pas du tout le signe qui serait ambigu ou qu'on ne saurait pas trop ce que c'est justement parce qu'il est tellement évident qu'on ne prend pas la peine de le définir, parce que la loi, ce n'est pas un dictionnaire de la langue française. Donc les seuls termes que la loi définit, ce sont les termes qui sont sujets à caution, qui sont sujets à litige, justement pour éviter les litiges. Et c'est pour ça que, avec beaucoup de bon sens, le Conseil constitutionnel a dégagé ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui sont justement des principes non écrits, mais appliqués. Et le fait qu'ils ne soient pas écrits, qu'on n'ait pas eu besoin de les écrire, sont la preuve de leur évidence. Bon, il n'a pas été fichu de trouver le mariage homme-femme. Alors, la filiation, très franchement, je ne vois pas où est-ce qu'il va aller la chercher. Même si, objectivement, elle a été mise en œuvre par le Code civil depuis 1804 sans la moindre hésitation, ni la moindre ambiguïté, dans aucune matière, à aucun moment. Mais après ça, vous savez, on se heurte à un mur idéologique. Et un jour, quelque chose fera une fissure. Et une fois qu'il y a une fissure, ensuite, tout craque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'acharne à ce point en face, parce que justement, c'est le propre de l'idéologie, c'est qu'elle ne peut pas tolérer d'être remise en cause. Et dès qu'il y aura quelque chose qui fera mouche, un jour ou l'autre, tout s'écroulera en même temps. Et peut-être que ce sera un recours constitutionnel. Mais bon, disons qu'en pratique, la confiance qu'on a dans le Conseil constitutionnel est malheureusement largement entamée. Mais enfin, ça n'empêche pas d'agir quand même. Sur la loi de 2013 qui a levé l'interdit de la recherche sur l'embryon, il y avait eu un recours constitutionnel. En plus, c'était déjà fait d'une manière extrêmement malhonnête parce qu'il n'y avait pas eu le processus états généraux, etc. C'était arrivé par une niche parlementaire. Et le recours constitutionnel, je me souviens, était bien expliqué. Enfin, il y avait des vrais arguments qui mettaient en défaut. Et en fait, voilà, c'était malgré tout promulgué à la va-vite par Hollande. Donc, c'est vrai que... faut toujours, on espère toujours, hein, mais bon. C'est vrai que les temps ne sont pas très favorables à ce que les juges, quels qu'ils soient, appliquent le droit. Bon, mais ça changera. Hein. Franchement, ça ne dure jamais longtemps dans l'histoire. Il y a toujours un moment où, comme c'est la loi du plus fort, en fait, qui s'exerce, le plus fort
change de camp ensuite. Voilà, non mais c'est sûr, le problème c'est qu'il y aura eu tellement de dégâts entre-temps. Regardez, il y a 30 ans, on disait mais non mais l'anonymat, c'est très bien du don de gamètes, le don de gamètes c'est pas grave, c'est super, comme ça les gens vont avoir la joie d'avoir un enfant, ce qui compte c'est l'amour. Aujourd'hui, on a la France est devant la Cour européenne des droits de l'homme, traînée en justice par les enfants issus des donneurs. Voilà, et donc c'est dommage qu'on ait attendu 30 ans pour commencer à se dire non mais au fait, est-ce que c'est vraiment juste de faire des enfants de donneurs? Et puis aujourd'hui, alors même qu'on a ce recul et cette expérience qui devrait nous engager à un petit peu de prudence, eh ben c'est l'inverse qu'on fait. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans la folie, hein. Il n'y a pas vraiment de possibilité de miser sur un raisonnement rationnel ou une prudence bienveillante, mais ça ne durera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à parler, à expliquer, justement le temps que le bon sens et la justice reprennent leurs droits. J'aurais juste une question. Alors, ça serait plus au niveau européen et non pas franco-français, de savoir où en est l'état de l'art dans les autres pays par rapport à la PMA notamment. Je sais qu'en Belgique et en Espagne, il est possible de procréer quand on est un couple de femmes, mais est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans les autres pays européens pour avoir une sorte d'état de l'art, voire mondial? En fait, vous savez, aujourd'hui, on peut faire pratiquement tout et n'importe quoi quelque part sur la planète. Et si vous voulez savoir ce qui se passe un peu dans les pays européens, eh bien, par exemple, l'année dernière, début septembre, il y a eu à Paris un salon qui s'appelait Désir d'enfant. Donc des sociétés commerciales étrangères étaient là, en open space. Donc au vu au-dessus de tout le monde, donc c'est bien, comme ça on a pu faire des vidéos et prendre des films. Et sur une vidéo, on a un couple qui arrive avec une femme qui demande à la commerciale d'une clinique ukrainienne qui veulent faire d'abord une PMA, mais ils sont âgés. Il n'y a pas de problème, on vous trouvera des ovocytes, tout ça. C'est dit, mais si jamais ça ne marche pas, comme on est âgé, est-ce que du coup on est intéressé finalement par la GPA? Et donc, elle explique qu'il y avait le pack de base, le pack premium et le pack Excellium, quoi. Donc, il y avait le pack qui proposait un enfant sain, S-A-I-N. Et donc, la cliente demande naïvement à la commerciale, mais comment est-ce que vous pouvez garantir un enfant sain? Et voilà la réponse de la clinique ukrainienne, via sa commerciale, alors toute souriante, une jeune, sympa et tout. Ah mais si l'enfant est handicapé, s'il ne vous convient pas, vous pourrez l'abandonner, il ira à l'orphelinat et on vous refera une GPA gratuite. Donc voilà ce qui se pratique par exemple en Ukraine. Après ça, on pourrait multiplier les exemples. Et ça, ce n'est pas des espèces de témoignages obtenus sur le darknet avec 10 mots de passe. Et non, c'est en open space à Paris, porte de Champéret. Voilà. Vous voyez, donc en fait, tout se fait parce qu'à partir du moment où on accepte de sacrifier les droits de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, le bien commun, tout ça au désir individuel, eh bien, il n'y a pas de limite qui tienne. C'est-à-dire que si on accepte de sacrifier ceci, pourquoi pas cela? Si on peut faire un enfant d'un donneur dans une branche, pourquoi pas les deux? Et voilà, ça y est, on y va. Vous voyez, et puis si une femme veuve peut se faire inséminer par un donneur inconnu, pourquoi pas par son conjoint décédé? Ce qui n'est pas totalement illogique d'ailleurs, sauf que justement, si on ne veut pas d'insémination par un mari inconnu, a fortiori, on n'en veut pas par un donneur, enfin un mari décédé, je veux dire. Vous voyez, mais il n'y a pas de limite qui tienne, et en effet, tout se fait un petit peu à droite à gauche. Mais vous savez, ça ne prive pas d'utilité la loi française, parce que ce n'est pas parce qu'on vous dit les gens sont obligés d'aller à l'étranger. Moi, je connais personne qui soit obligé de faire quoi que ce soit. C'est qu'on a la possibilité d'aller à l'étranger, mais enfin, on peut en dire autant de toutes les législations. Il est possible d'aller partout, de trouver toutes les prestations quelque part dans un pays, et ça ne prive pas d'utilité la loi française. Oui, exactement. On va avoir un temps de prière maintenant. Merci beaucoup Aude et Blanche. C'était clair et engageant, donc merci beaucoup. Je voudrais revenir sur 2 points qui ont été exprimés. Le premier, c'est que l'évangile de la vie, c'est une mission. Vous voyez, par exemple, ce qu'elles font toutes les deux là, c'est de la mission, ça. C'est pas quelque chose, c'est pas de la soumission, enfin, d'assaut, S-O-U-S, trait d'union, mission. C'est pas des femmes soumises. C'est pas du truc de seconde zone pour des cathos zélés ou spécialement ultra formés. Voyez, l'évangile de la vie, ça fait partie de l'évangile.
Et donc c'est éminemment missionnaire. Oui, ces deux femmes, pour moi, ce sont des missionnaires. Ah, elles n'ont pas une grande barbe, elles vont pas au Kazakhstan ou en Inde comme les sœurs de Mère Teresa, parce que c'est pas leur vocation. Ce sont des femmes, des mamans, des épouses. Mais ce qu'elles font, c'est de la mission pur jus. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre que l'engagement missionnaire auquel nous appelle le Saint-Père, de tous ses vœux, et l'Église, il est multiforme. Et il comprend aussi l'évangile de la vie. Jean-Paul II n'a jamais dit que l'évangile de la vie était un petit évangile à mettre sous le boisseau et à ouvrir de temps en temps. C'est l'un des enjeux majeurs aussi de l'évangélisation, de la nouvelle évangélisation à laquelle nous appelle toute l'Église. On a besoin pour ça de gens compétents aussi, qui se forment. Voyez, on n'est pas tous appelés à avoir la même qualité de formation, le même engagement, mais il y a un réveil à avoir aussi au niveau des chrétiens. On va prier tout à l'heure, dans un instant, on va exposer Saint-Sacrement, on va exposer un enfant saint, S-A-I-N-T, et on va lui demander l'espérance. Oui, l'espérance. Le combat est long, il est difficile, mais il n'est pas perdu. Et cette espérance à laquelle vous nous avez appelé, Monseigneur de Germay, dans sa tribune il y a quelques jours, notre archevêque nous y a appelé avec force. On va arrêter de se lamenter et de dire que tout est foutu, qu'il y a un rouleau compresseur et que plus rien ne peut être fait. Non, non, il y a des choses qui sont faites et il y a des choses qui se feront. Et si ça ne commence pas par nous, il ne faut pas compter sur les autres pour le faire. Donc on va prier pour ça, on va prier pour que le Seigneur nous donne l'espérance et qu'il envoie des missionnaires de l'évangile de la vie. Parmi nous, là. Parmi nous. Qu'il envoie aussi des jeunes en politique. Hein, c'est bien d'appeler les chrétiens à voter. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire dimanche dernier. De l'appeler à voter. Hein. J'ai voté. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai voté. Mais j'ai oublié d'appeler les fidèles à voter. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui s'engagent là-dedans. Et ça, c'est de la mission aussi. C'est de la mission. Donc, prions pour que le Seigneur nous envoie des missionnaires parmi nous qui réalisent l'importance d'évangéliser par la vie. Voilà. Je vous annonce aussi que l'an prochain, on est en train de réfléchir à ça au niveau de la paroisse, mais on proposera une formation, un parcours sur ces questions-là, notamment, pas que là-dessus, mais sur les questions d'anthropologie, de respect de la vie, de tout ça. Voilà. J'en parlerai à la rentrée, je fais un petit buzz, mais je pense que c'est important, enfin, pas moi qui le pense, hein, c'est que l'Église nous invite, l'Évangile en fait, nous invite à œuvrer aussi pour la vie. Voilà, nous allons prier pour toutes les personnes impliquées dans cette évangélisation de la vie, et on va demander que le Seigneur nous réaffirme dans l'espérance. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous, Blanche et Aude. Prosternez-vous devant votre Dieu. Adorez
Prière de Benoît XVI pour la vie naissante. Seigneur Jésus, qui fidèlement visite et comble de ta présence l'Église et l'histoire des hommes, toi qui, dans l'admirable sacrement de ton corps et de ton sang, nous fais participer de la vie divine et nous donne un avant-goût de la joie de la vie éternelle, nous t'adorons et nous te bénissons. Prosternés devant toi, la source de la vie et qu'il aime, réellement présent et vivant au milieu de nous, nous te supplions. Réveille en nous le respect pour toute vie humaine naissante. Rends-nous capables de discerner dans le fruit du sein maternel l'œuvre admirable du Créateur. Dispose nos cœurs à l'accueil généreux de tout enfant qui vient à la vie. Bénis les familles, sanctifie l'union des époux, rends fécond leur amour. Accompagne de la lumière de ton esprit les choix des assemblées législatives pour que les peuples et les nations reconnaissent et respectent le caractère sacré de la vie, de toute vie humaine. Guide l'œuvre des scientifiques et des médecins afin que le progrès contribue au bien intégral de la personne et qu'aucun être ne soit supprimé ou ne souffre l'injustice. Donne une charité créative aux administrateurs et aux financiers pour qu'ils sachent pressentir et promouvoir des moyens suffisants afin que les jeunes familles puissent s'ouvrir sereinement à la naissance de nouveaux enfants. Console les époux qui souffrent de l'impossibilité d'avoir des enfants et dans ta bonté pourvois. Éduque-nous tous à prendre soin des enfants orphelins ou abandonnés, afin qu'ils puissent faire l'expérience de la chaleur de ta charité, de la consolation de ton divin cœur. Avec Marie, ta mère, la grande croyante, dans le sein de laquelle tu as assumé notre nature humaine, nous attendons de toi, notre unique et vrai bien et sauveur, la force d'aimer et de servir la vie, dans l'attente de vivre toujours en toi, dans la communion de la Trinité bienheureuse. Amen. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui s'engagent et qui se battent en missionnaires pour la vie et pour la défense des plus faibles. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
Seigneur, donne-nous le courage de nous former, d'apprendre en profondeur ton message de vie et de choisir la sagesse avant la connaissance pour mieux nous engager dans la vie publique. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur, nous te prions pour nos dirigeants politiques, spécialement pour nos parlementaires, pour que, guidés et éclairés par l'Esprit Saint, ils sachent rejeter la culture de mort et choisir la vie. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur, nous savons que tu as déjà vaincu le péché, le mal, la mort. Nous savons que tu es vainqueur, que ta résurrection nous donne la vie. Garde-nous de la tentation du découragement, de la désespérance. Garde-nous dans l'espérance. Garde-nous dans la joie de ta victoire. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
Prière de Saint Jean-Paul II pour la vie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence, et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, voici la promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Gloire et louange à toi, Seigneur. 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 Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Donc les Hauts des Blanches vous vendent leurs ouvrages si vous voulez. C'est une manière d'être missionnaire, hein, comme elles ont dit. Voilà, merci d'être venus et puis en union de prière pour cette évangélisation de la vie. L'enregistrement, on le récupère comment? C'est devant, vous avez besoin comment? En MP3. Et il est en MP3. Ouais. C'est un fichier? C'est quoi? C'est une clé que... C'est un...